Vous êtes en lien avec la psychanalyse et je voudrais peut-être introduire notre discussion par rapport à ça. Vous pouvez nous en parler un peu de la psychanalyse et un peu son rapport avec la complexité, etc. Oui, oui. Écoutez, moi je pense que je suis effectivement dans une, à ma façon, peut-être pas la façon de Edgar Morin que vous avez entendu ce matin, mais je suis aussi à ma façon dans une pensée de la complexité. Parce que souvent ce à quoi on assiste, et on vient d'écouter un économiste ici qui en témoigne bien, c'est une sorte, témoigne bien de l'impasse, de la dominance de l'économie pour analyser l'ensemble des activités humaines. Donc quand on dit aujourd'hui économie, on pense à l'économie marchande, l'économie politique, celle de Adam Smith, etc. etc. Or, cet économiste qu'on vient d'écouter est extrêmement intéressant parce qu'il vient de dresser le constat de l'impossibilité pour l'économie de rendre compte de l'ensemble des activités humaines. C'est-à-dire que nous ne vivons pas dans une seule économie. Nous ne vivons pas seulement dans l'économie marchande. Nous vivons dans l'économie politique au sens des valeurs sur lesquelles repose le consensus social ou le conflit social. Nous sommes également dans une économie discursive. La preuve, c'est que vous m'interrogez parce que vous croyez que je vais dire quelque chose et que moi je vous écoute en disant il va me poser une question probablement très intéressante et je vais y répondre. Donc on est dans une économie parce qu'on échange. On n'échange pas des biens, on n'échange pas de l'argent, vous ne me payez pas, je ne vous paye pas. Mais on est dans un échange quand même qui est un échange de sens. Donc voilà une troisième économie dans laquelle nous vivons. Non seulement l'économie marchande, non seulement l'économie politique, non seulement, mais aussi l'économie discursive. Bon. Nous sommes également dans une économie symbolique, quatrième économie. Par exemple, si vous pensez aux travaux de Marcel Mauss, vous voyez bien qu'il essayait de travailler sur des socialités primaires avec cette notion donc du donner, recevoir, rendre, qui constituait donc une forme fondamentale du lien social, avec un certain nombre d'obligations donc entre ceux qui échangent des biens, mais pas du tout des biens réduits à leur valeur économique, des biens qui ont aussi une valeur symbolique. Parce que ça met en relation d'autres choses que la dimension économique, ça met en relation la solidité de la communauté, ça met en question des relations avec les forces invisibles qui nous gouvernent, esprit, Dieu, etc., etc. Bon, et j'ajoute, ça fait une quatrième économie, et j'ajoute une cinquième économie, c'est l'économie psychique. Voilà. Et l'économie psychique, c'est la façon dont les passions, les pulsions sont gérées ou pas gérées et peuvent générer donc des exploitations par l'économie marchande. On sait par exemple, et j'ai beaucoup travaillé sur ce point, que vers 1920-1930, dans le passage donc d'une société capitaliste de production, on est passé à une société capitaliste de consommation, avec donc par exemple Henry Ford, qui disait qu'il ne faut pas simplement que les ouvriers qui produisent la Ford T4 la produisent, il faut aussi qu'ils achètent la Ford T4. Donc c'est pour leur donner le plaisir d'avoir la voiture qu'ils produisaient. Et puis il y a une généralisation de ce principe avec une sorte de welfare capitalisme, qui donc a proposé des objets, des biens de consommation jusqu'à la saturation que nous connaissons maintenant. Nous en avons trop et nous sommes en train d'épuiser le monde, en train de produire des biens de consommation à l'infini, même des choses qui ne servent plus à rien. Donc c'est ça à quoi je pense quand je pense à la psychanalyse, c'est que la psychanalyse est un champ qui permet de penser la question de donc l'économie psychique, avec donc la façon dont les pulsions sont gérées ou pas gérées, utilisées ou pas utilisées, et même utilisées au plan politique. Par exemple, il n'y a pas de grand pouvoir politique qui ne sait mobiliser en sa faveur les pulsions des individus. Il faut donc qu'ils mobilisent quelque chose, qu'ils tirent quelque chose de ce que les individus ne savent même pas qu'ils ont ou qu'ils veulent, mais qui est une attitude pulsionnelle
Et donc, il faut qu'une économie, un champ politique puisse mettre ça à son profit s'il veut se construire comme une force politique importante. Donc voilà, c'est ça pour moi d'abord la psychanalyse, c'est la mise en relation avec donc l'exploration de l'économie psychique avec la mise en relation d'autres grandes économies humaines. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis que je suis dans la complexité, parce que je ne suis pas que dans l'économie économique, je suis dans l'économie politique, je suis dans l'économie symbolique, je suis dans l'économie psychique, bon, je suis dans l'économie symbolique. Et donc il faudrait essayer de penser tout ça ensemble et d'essayer de montrer comment des changements dans une économie introduisent des changements dans une autre économie. On cesserait comme ça de vivre un peu dans un monde théorique unidimensionnel où l'économie classique serait la seule référence pour penser les échanges humains. Non, il y a beaucoup d'autres dimensions et je pense même qu'il y a une souffrance, au sens même anxiogène, pour des individus de voir leur vie réduite à des simples dimensions économiques. Ils ne se réalisent pas que dans l'économie, les gens, ils se réalisent dans des désirs. Encore une fois, on mobilise la psychanalyse. Qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie, pour mes enfants? C'est pas, je veux pas simplement gagner de quoi m'acheter un beefsteak ou une cravate ou un costume. Je veux avoir un idéal, je veux réaliser mes rêves, je veux, vous voyez, voilà. Parfait. Alors, quand je vous entends parler, et aujourd'hui on organise la semaine de la science pour c'est une nouvelle université jeune qui se veut embrasser cette complexité pour trouver des réponses concrètes à l'humanité de demain. On se pose tous des questions, on est inquiets, etc. Et je vous entends parler de l'économie avec différentes dimensions, si je peux dire, la notion de désir, la notion de pulsion. Et dans la psychanalyse, c'est vraiment la notion de pulsion, de désir sont souvent élaborés à travers un processus de frustration qui est un processus important pour réguler un petit peu le processus de désir. Et quand j'entends dans d'autres conférences qu'aujourd'hui, il est avéré que le lien social dont tu parles aussi, là tout de suite, le lien social est extrêmement important dans l'influence des comportements humains, des grands comportements, et qu'aujourd'hui, on a les intelligences artificielles qui s'approprient un petit peu cette notion pour la pervertir, comme l'aurait dit Reda Boukiran dans une autre conférence. Donc aujourd'hui, quand je vous entends ici et là, je m'inquiète parce qu'aujourd'hui, la situation a l'air d'être claire, c'est qu'il faut appréhender les choses dans leur dimension complexe, dans leur dimension du tout par rapport aux particules qui composent le tout. Mais en même temps, cette complexité génère une espèce d'industrie nouvelle qui s'approprie, qui pervertit tout ça. On fait comment, nous, les jeunes? Alors, quand vous me dites que vous vous inquiétez, j'en suis ravi, parce que c'est inquiétant. Et ce qui me désespère le plus, c'est que des jeunes comme vous ne s'inquiètent pas et vivent là-dedans comme si c'était quelque chose qui arrive normalement par la force des choses. Donc, merci de votre inquiétude, continuez à être inquiet, parce que c'est effectivement extrêmement inquiétant. Le fait, par exemple, que l'intelligence artificielle puisse prendre le relais, non seulement prenne le relais, mais puisse venir à la place de l'intelligence naturelle que déploient les individus, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Que, par exemple, je vous ai parlé de l'économie discursive, c'est ce que nous faisons maintenant, nous échangeons, nous essayons de trouver du sens, etc. Que ceci soit préempté par des réseaux sociaux qui vont essayer de créer des groupes extrêmement puissants où des individus qui pensent la même chose vont pouvoir se regrouper et se battre contre un groupe d'individus qui pensent le contraire, mais ensemble, ils pensent aussi la même chose que ce groupe dans lequel ils sont. Donc ça fait des groupes de gens de même qui s'opposent les uns les autres et qui ruinent la communication sociale, parce que la communication sociale, c'est pas l'invective d'un groupe qui pense le même contre un autre groupe qui pense l'inverse. C'est l'échange. Et donc, la puissance des réseaux sociaux moi je les appelle pas des réseaux sociaux, je les appelle des réseaux asociaux. Parce qu'ils sont en train, les réseaux sociaux, de ruiner le fond de notre socialité qui est la communication, qui est l'échange, qui est y compris l'échange
avec des gens qui ne sont pas de votre avis, mais avec lesquels il faut dialoguer, on peut dialoguer, on essaie de comprendre ce qu'il dit, pourquoi il dit ça, je ne suis pas d'accord, mais ah, peut-être il a quand même raison, donc ça m'interroge, etc. Dans les réseaux sociaux, c'est plus ça. C'est moi, je suis ceci, c'est un groupe identitaire, si vous voulez, contre un autre groupe identitaire, moi je suis cela. Il y a un troisième groupe identitaire, donc on aboutit à la constitution, au lieu d'une société où ça échange, on aboutit à la constitution de ghettos identitaires en lutte les uns contre les autres, c'est-à-dire le contraire même de la communication et du fonctionnement social. Donc ça m'inquiète beaucoup. Donc vous voyez, je suis aussi inquiet que vous. En tout cas, je vous remercie. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Et merci. On fera de l'économie discursive. On continuera à faire ça.